Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que la troisième week, ou en tout cas le troisième week-end s'est terminé. On est déjà sur la quatrième semaine, c'est-à-dire le quatrième week-end qui va commencer. Ce qui veut dire aussi qu'on entre dans une nouvelle phase, hein. Ça y est, on peut plus parler de début de saison, puisque là, voilà, on a eu la fin, donc du coup, avec cette troisième semaine, des tournois on va dire interconférences ou entre équipes de différentes conférences. Et de même, on a eu quand même des premiers enseignements intéressants et importants. On va en reparler, mais juste avant, comme d'habitude, hein, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Et on va y aller, hein, sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors d'ailleurs, au passage, hein, je sais pas comment ça va vraiment sonner pour vous, puisque là j'ai du nouveau matériel. J'espère qu'on m'entend mieux. Par contre, j'ai l'impression que ça capture vraiment beaucoup les bruits extérieurs et je suis pas euh, dans un setup insonorisé. Voilà, et pour raconter ma vie, en plus, je subis une fuite. Donc, si vous entendez des gouttes d'eau derrière, je pense que ça va pas être très agréable. Et dans ce cas-là, peut-être que là, j'enregistre, mais cet épisode ne sera pas aussi long que que tout ce que je vais enregistrer pour parler bien français. Dans tous les cas, de toute façon, j'ai pas envie de faire non plus un très très long épisode dans le sens où là, on était dans la fin de la période de rodage, un peu cette fin de période d'adaptation où les équipes se jaugent, où les coachs peuvent revoir leurs effectifs dans une manière un peu plus élargie, où malheureusement aussi les blessures ont dicté le tempo de certaines facs plutôt que d'autres. Mais je voudrais quand même revenir, hein, bien sûr, sur les moments forts du dernier week-end, parce que des moments forts, il y en a eu, des statements dans les deux sens du terme, hein, le bon et le mauvais, il y en a eu. Et j'ai envie de commencer, bien sûr, hein, par le tournoi que l'on a retrouvé du côté d'Arlington, la deuxième occurrence, hein, de la MLJ College Baseball Series, avec quand même du beau monde dans ce plateau, un plateau quand même très intéressant, donc voilà, bien sûr, hein, parce qu'il y avait UCLA, il y avait Tennessee, Texas A&M, Mississippi State, Arizona State et Virginia Tech. Et la première chose voilà, sur laquelle je veux revenir, c'est forcément, hein, ce qui a fait les gros titres, entre guillemets, hein, c'est cette domination de UCLA. Alors, pas tant dans le sens où il y a eu voilà, un clair, euh, comment on peut dire ça, un clair gap, hein, une claire différence de niveau. C'est pas le cas du tout. D'ailleurs, les matchs ont été quasiment, hein, pour UCLA plus compliqués que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a eu un seul match où on peut dire qu'il n'y a pas eu match, hein, c'est le match face à Texas A&M, le second match, où il y a eu donc victoire 11-1 de UCLA. Mais que ce soit le premier match face à Tennessee, avec certes un départ tonitruant, mais avec un Tennessee qui n'a pas voulu lâcher, et surtout le match face à Mississippi State, où Mississippi State était à un out, hein, de remporter la mise, et qui s'est fait donc battre en extra inning 8-7. UCLA a dû batailler, mais en même temps on a vu, voilà, ce qu'on était censé voir de la part de UCLA, voire même plus que des promesses, hein, parce que je rappelle que UCLA, en termes de roster, c'est peut-être l'un des plus gros rosters, mais en termes de, comment je peux dire ça, de niveau vis-à-vis de sa conférence ou des conférences précédentes, des années précédentes, etc., etc., c'est peut-être pas le favori par rapport à des équipes SEC. Entendez-moi bien, ça c'est le numéro un de la nation, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas numéro un pour rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'aurait pas été déconnant dans un week-end de baseball de les voir par exemple remporter 2 victoires et perdre un match, hein. C'est un peu le même principe que si vous remportez une série mais vous ne sweepez pas la série. Eh bien eux non, ils ont réussi à sweeper entre guillemets la série, à sweeper le tournoi, ils l'ont d'ailleurs remporté. Et pour ce faire, il y a eu plusieurs choses, hein, plusieurs visages de UCLA. Déjà leur line-up encore une fois a été impressionnant. Euh, voilà, on parle souvent de Rock Cholowski, mais partout ça peut frapper en puissance, partout ça peut aller reach les bases, partout ça peut aller essayer de ce qu'on appelle le grind. C'est-à-dire que même sur base de pouvoir travailler, de vraiment, euh, comment je peux dire ça, déséquilibrer, perturber les défenses adverses. Donc ça c'était le premier gros enseignement. Mais le second enseignement, c'est que ils ont quand même des joueurs très solides en termes de rotation. Ça s'est démontré vraiment sur les matchs, hein, surtout les deux premiers matchs. Et ça donne quand même pas mal voilà, à mon avis, de satisfaction à John Savage, hein, et sa team, puisque voilà, c'était clairement l'objectif aussi, c'est de pouvoir se niveler par rapport à ce qui se fait de mieux, et donc forcément à des équipes SEC.
En contrepartie, hein, quand je regarde un peu les équipes SEC, bah, tout d'abord, bravo à Mississippi State, puisque je l'avais dit lors du dernier épisode ou de celui d'avant, ils ont commencé en gagnant bien sûr des séries, il n'y a pas eu de soucis, ou des matchs, mais on avait l'impression que c'était vraiment, vraiment pour le coup un rodage. On sentait que c'était vraiment une nouvelle équipe dans sa fondation, dans la manière d'être coaché. Et là, même si c'est encore tôt dans la saison, Brian O'Connor semble avoir trouvé vraiment son rythme de croisière, comment faire jouer les uns et les autres, comment ajuster son line-up. Il a changé des choses, notamment en termes de position, etc. etc. Même au niveau défensif, on a vu des choses très intéressantes de côté de Mississippi State. Et donc, je pense que c'est une équipe qui sort de ce week-end quand même grandi. Ils ont battu Arizona State, hein, c'était d'ailleurs, je pense que c'était le premier match de mémoire. J'ai un peu de mal. Mais je pense que c'était le match du vendredi, le premier match du tournoi, hein. Ils ont gagné 8-4. Puis ensuite, ils ont gagné dans un festival offensif, hein, face à Virginia Tech 15-8. Puis donc, ils ont perdu ce match face à UCLA 8-7. Du côté de Tennessee, alors j'ai envie de dire que ça reste plutôt positif, puisqu'ils ont certes perdu face à UCLA au final 12-5, mais comme j'ai dit, si on regarde juste le score brut, voilà, on va avoir l'impression qu'il y a eu une balade de santé, mais c'était pas le cas. Ils se sont fait très vite dominer 4-0. On avait l'impression que UCLA, ça y est, la machine était lancée, mais à un moment, ils sont revenus à 6-4. Et vraiment, 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 on voit que c'est un Tennessee qui, pour le coup, tâtonne. Josh Elander lui-même le reconnaissait, hein, il a quand même beaucoup de talent, il essaie de voir vraiment, hein, il essaie vraiment d'explorer les options dans son roster, et ça s'est senti. Mais le week-end reste positif, puisque à part cette défaite face au numéro 1 de la nation, ils ont donc remporté 2 matchs face à Arizona State et Virginia Tech, et terminent donc le week-end en positif. Par contre, pour Texas A&M, j'ai pas envie de dire que ce soit négatif forcément, hein, mais du coup, le fait qu'ils n'aient pas pu jouer face à Arizona State, bah, ça a fait leur week-end entre guillemets à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils ont fracassé entre guillemets Virginia Tech 10-0, hein, lors du premier match. D'ailleurs, je pense que c'était ça le premier match. Je pense que le midi, si je me rappelle bien, c'était Texas A&M Virginia Tech, et ensuite on a eu le Arizona State, le Mississippi State, Arizona State, et on a fini, parce que moi c'est celui que j'ai vu, le match que j'ai vu moi à la fin, parce que c'était après le boulot, le UCLA Tennessee, et puis je voulais pas le louper. Mais Texas A&M, voilà, gagne donc 10-0 face à Virginia Tech, mais par contre se fait éclater ensuite 11-1 face à UCLA. Euh, on a vu les pros et les cons, comme on dit, donc c'est-à-dire les avantages et inconvénients d'un style de jeu particulier à Texas A&M, où on veut vraiment, voilà, retrouver un peu euh, ces épices offensives entre guillemets, ce côté, voilà, vraiment turbulent offensivement, qui peut vraiment, vraiment, vraiment raquer des runs. C'était un peu à double tranchant, ils se sont bien fait éteindre par contre par UCLA le lendemain. Et par contre, il y a toujours pour moi des soucis au niveau défensif. En termes de pitching, peut-être c'est pas encore établi, pourtant ils sont pas dépourvus de talent. On en avait parlé en preview. Certes, le pitching, il y a des questions marks, comme on dit, mais c'est pas non plus le plus faible des pitching staff que l'on peut retrouver, ne serait-ce qu'en SEC. En tout cas, je pense que c'est toujours un bon moyen pour Michael Early et sa team, hein, de pouvoir se jauger, de pouvoir voir ce qu'il faut mettre en place, puisque mine de rien, le calendrier avançant très vite, on va bientôt commencer les calendriers de conférences, hein, et donc forcément Texas A&M va vouloir aussi pouvoir maintenant se mettre en route par rapport à une SEC toujours aussi concurrentielle. Donc en général, dans ce tournoi, on a pu voir des belles choses. Je trouve que même si ils ont dû se faire sweeper du coup Virginia Tech, ils ont quand même montré de belles choses, honnêtement. Faut pas juste se baser sur les scores. C'était clairement entre guillemets le petit poussé avec Arizona State. Et pourtant, et moi je dirais même qu'Arizona State est quand même un cran au-dessus. Je pense que John Specht va être plutôt satisfait de certaines choses qu'il a vues. Il a aussi pu voir les limites de son effectif actuel, même au niveau du pitching. Pourtant, le pitching, encore une fois, même pour Virginia Tech, pardon, c'est pas forcément, je dirais, l'endroit où on a le plus de questions. Mais en tout cas, je pense que ça reste positif pour cette équipe-là. Pareil pour Arizona State, c'est de l'expérience prise. Et voilà, ça nous a permis aussi, nous, d'avoir de belles affiches, hein, sachant qu'Arizona State, dans la semaine, hein, ils avaient joué face à Oklahoma pour pouvoir aussi voilà, se jauger face à des équipes qui se placent assez haut dans la nation. Donc voilà, voici, enfin, voilou, je vais y arriver. Pour mon retour sur ce tournoi, c'était pas le seul tournoi, mais c'est le seul tournoi sur lequel je vais me focaliser. Et on va parler de manière un peu plus générale de ce qu'on a pu voir d'intéressant. Moi, j'ai deux, trois affiches que j'ai trouvées très intéressantes et dont on va reparler tout de suite. La première affiche dont j'allais te parler, c'était le duel floridien, on l'a chaque année, hein. Bien sûr, les facs de Floride aiment bien se rencontrer, mais c'est Miami qui accueillait
comme souvent, Florida. Et tout d'abord, il faut le savoir, on n'a pas eu de match 3. Je pense que c'était à cause voilà, du temps, tout simplement, euh, du climat. Par contre, ce qu'on a pu voir sur les matchs 1 et 2, c'est une claire domination de Florida. Et Florida, j'écoutais même là des podcasts, notamment de DR Baseball, a vraiment impressionné tout son monde. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas pu voir la série, j'ai vu que les résumés. Mais de ce que j'ai compris déjà, Liam Peterson, on avait quelques craintes pour son premier start, ça avait été un peu compliqué, et ça ressemblait un peu à ce qu'on voit de lui depuis qu'il est arrivé à la fac, c'est-à-dire beaucoup de promesses, beaucoup de potentiel, mais ça se traduit pas forcément sur ses sorties en tant que starter. Mais là, depuis 2 semaines, hein, donc ces 2 dernières sorties, ça a vraiment été l'ace hein, pour l'instant de Florida, et logiquement, le premier match hein, gagné par Florida, il est gagné 7-2 justement un Liam Peterson de feu, tout simplement. On n'a pas vu l'offense de Miami face à lui. Et d'ailleurs, au global, hein, sur la série, l'offense de Miami, notamment ses leaders, hein, Daniel Couvet, qu'on doit retrouver quand même assez haut à la draft, mais pas que. Je pense que Daniel Couvet a été... Alors c'est Daniel Couvet et un autre joueur, je me rappelle plus de la stat, mais ils sont limités à 1/15 à 2. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qu'un seul qui a dû frapper sur un at-bat. 1/15 sur le week-end. Donc ça prouve que voilà, l'offense de Miami n'a pas réussi à se mettre en place. Florida, pour revenir sur eux, voilà, ça a été très solide, mais pas que Liam Peterson. Le pitching staff en général a été plutôt cohérent. Même les jeunes sortis du bullpen. Il y a les jeunes aussi dans le line-up, hein. Je pense à Brendan Lawson. C'est Brendan Lawson ou Brendan Dawson? J'oublie toujours les noms, vous me connaissez maintenant, mais je rectifie. Oula, je vais rectifier ça. Est-ce que je vais m'en sortir aujourd'hui? Je ne sais pas. Je pense que c'est pour ça aussi que l'épisode doit être assez court, hein, entre l'eau qui tombe et tout ça dans l'appartement et compagnie, et mes difficultés sur le français aujourd'hui. Je pense que ça doit pas être très agréable pour vous, donc bref. Je rectifierai comme souvent hein, dans les épisodes suivants, hein, puisque là je vais essayer de faire au plus vite, mais Brendan Lawson, de toute façon c'est un nom que je vais vous rappeler au fur et à mesure, puisqu'il va falloir le retenir, parce qu'il est parmi les hauts prospects de la draft 2027, a pour le coup été impressionnant aussi offensivement. Donc pour Kevin O'Sullivan et son staff, il y a eu beaucoup de bons enseignements. Miami, c'est quand même une grosse équipe déjà historique, c'est une grosse équipe hein, en ACC, c'est une équipe qui encore l'année dernière était au tournoi national comme assez souvent. Par exemple, Miami dans l'histoire a gagné quand même 4 titres de mémoire, Florida n'en a qu'un seul. Donc voilà, pour pondérer, pour vous rappeler que voilà, même si Florida SEC a depuis un certain moment des moyens supérieurs ou mise en place supérieure à Miami, Miami reste quand même une fac très forte de la ACC, qui est quand même l'une des plus grosses conférences du pays également. Donc c'est vraiment un résultat très intéressant pour Florida. L'autre match, enfin l'autre série, bien sûr, c'est une autre rivalité, un rivalry series. Il y avait pas mal de rivalry series d'ailleurs au passage ce week-end, mais c'était bien sûr Clemson, hein, donc dans le derby de Caroline du Sud face à South Carolina. Et South Carolina a surpris tout son monde en blanchissant en fait hein, Clemson en remportant le pré-match 7-0 derrière des performances du pitching assez voilà étonnantes. Maintenant voilà Clemson très clairement il y a du monde, il y a du beau monde. C'est vrai que le vendredi voilà ça a peut-être été un peu plus compliqué pour des Aiden Knack qui sont voilà normalement des aces en puissance hein, quand on regarde au niveau de la ACC au niveau national. Par contre ce qui a été intéressant, c'est les matchs 2 et 3 où là Clemson a clairement voilà, remis le haut là, ils ont fini par remporter la série face à un South Carolina qui va pouvoir peut-être aussi s'appuyer sur ce genre de série hein, pour pouvoir se dire qu'ils ne sont pas si loin que ça de ce qui se fait de mieux en ce moment dans la nation, eux qui ont eu une saison dernière vraiment horrible pour le coup. Donc voilà, ça fait partie des séries sur lesquelles je voulais revenir, même si c'était assez rapide dans le reste du top 25 de la semaine dernière, voilà, il y a eu des mauvaises semaines pour notamment Ole Miss, hein. Ole Miss, ça a été plutôt compliqué sur le tournoi auquel ils ont assisté donc ce week-end. Ils jouaient pourtant face à des oppositions euh, face auxquelles on est censé imaginer Ole Miss, même s'ils ne sweepent pas, mais au moins remporter la majorité des matchs. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils ont perdu face à Baylor et face à Coastal Carolina. Et face à Coastal Carolina, ça a été une défaite 9-2 pour avoir une victoire entre les deux face à Ohio State 8-0. Donc ça n'a pas été fifou et je pense que vous comprendrez très vite que voilà, ils en ont pâti. Euh, Oregon State aussi, ça a été
mi-figue, mi-raisin, je dirais même plutôt compliqué hein, pour moi. Ils ont perdu déjà face à Alabama. Alabama qui a fait, qui a aussi, on va dire, soufflé la pluie et le beau temps lors de ce tournoi. Alabama, en fait, ils sont, sur ce début de saison, ils sont irréguliers. Voilà, je passe du coq à l'âne, mais ils sont irréguliers. Bon, ils ont toujours Justin LeBron qui est sur un début de saison tonitruant, lui aussi au prospect de draft, bien entendu, mais ils sont vraiment difficiles à cerner pour l'instant. Après, c'est qu'un début de saison. Ils ont battu Oregon State, et Oregon State, ce qui est marrant, c'est que voilà, là, ils perdent face à Alabama, mais en ayant montré ce qu'ils n'ont pas réussi à trop montrer depuis le début de la saison, c'est-à-dire avoir une offense enfin un peu plus cohérente. Parce que clairement, ce qui fait peur pour l'instant du côté d'Oregon State, c'est pas le pitching staff, c'est le contraire, c'est l'offense qui paraît dépourvue de stars ou de joueurs assez majeurs pour pouvoir, vous savez, créer cette fameuse étincelle. Vous avez souvent besoin, surtout en college baseball, pour les meilleurs facs, un peu de star power aussi, pour pouvoir voilà, lancer les hostilités et emmener dans votre sillage le reste du line-up. Là, avec toutes les pertes récentes, et puis voilà, Eva Arquette à la draft, Trent Carraway, même s'il avait été blessé la saison dernière, qui lui a transféré du côté de LSU, etc., etc. Ils se retrouvent un peu dépourvus, je trouve, déplumés au niveau offensif, et clairement, ils peuvent en pâtir. Malgré tout, ils finissent quand même avec 2 victoires, une défaite. Hein. Ils ont gagné face à Houston 2-1, et Dax Whitney est toujours aussi chaud. Et ils ont gagné face à Iowa 4-3, donc ça n'a pas été si simple. Euh, Dans le reste, hein, un peu du top 25, qu'est-ce qui a été vraiment, vraiment impressionnant? J'ai pas vraiment de choses impressionnantes en soi. Je regarde un peu parce que la plupart des autres facs ont profité de cette troisième semaine pour avoir des oppositions un peu plus tranquilles, on va dire. Je regarde par exemple North Carolina qui a sweepé sa semaine. Ils ont joué contre North Carolina A&T, contre VCU, contre Le Moine. La série c'était contre Le Moine. Donc voilà, forcément pas des équipes de leur calibre, entre guillemets. Une autre équipe qui a fait un moment blanc, on va dire, bah oui, Texas. Texas est dans le même tournoi que Ole Miss. Ils ont eu pour adversaire Coastal Carolina qu'ils ont tapé 8-1, Baylor qu'ils ont battu 5-2 dans un derby texan pour le coup, et Ohio State qu'ils ont battu 10-3. Texas, tout va bien, mais pareil, je pense que voilà, Texas a plutôt confirmé son rang, alors que Ole Miss a été un peu décevant vis-à-vis de son rang. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut interpréter pour moi les résultats. Hein. Ça reste du baseball donc et du sport en général. Donc voilà, les surprises ne sont pas illogiques. Et encore une fois, Ole Miss a largement le temps. Hein, c'est un début de saison pour pouvoir se mettre en place. C'est peut-être même fondateur, pourquoi pas, pour la suite de la saison, pour Mike Bianco et ses troupes. Donc voilà où j'ai pas envie d'aller dans trop de détails dans chaque équipe comme j'avais fait pour la première semaine, puisque je pense qu'il n'y a pas trop d'enseignements. En général, ça s'est bien passé pour la plupart des équipes. Peut-être Coastal Carolina, qui est forcément orphelin de ses 2 meilleurs pitchers, bah, ça s'en ressent, c'est toujours un peu plus compliqué pour eux, mais ils terminent quand même avec une semaine à l'équilibre. Donc voilà, j'ai pas de grands enseignements à vous donner là-dessus. Le top 25, de toute façon, il sort chaque semaine. Chaque semaine, même si on ne rentre pas dedans en détail, on va pouvoir en parler de temps en temps, surtout si on voit des choses incroyable se passer, des chamboulements, le numéro un qui change ou autre, ou même des équipes que l'on pensait vraiment plus hautes bah, en sortir. Mais au-delà de ça, on va pas non plus passer des heures et des heures dessus. Et puis j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire Je sais pas ce que j'ai envie de dire, mais surtout j'ai envie de faire une petite transition musicale. Je reviens. Swung and lined to deep left field. It is Me revoici. On va faire une dernière partie un peu free flow où je vais vous rappeler en fait voilà par rapport aux performances voilà récentes quelques hauts prospects de draft bien entendu. Et après on va regarder deux trois actualités parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes au niveau sur les terrains mais aussi en dehors des terrains. Pour les prospects vis-à-vis de la draft, moi je me focalise souvent enfin sur les joueurs universitaires parce que les joueurs lycéens, moi à part lire les articles, donc je suis au même niveau que tout le monde dans le sens où je n'ai pas de je ne les vois pas de mes propres yeux hein, tout simplement. Mais je peux vous dire que parmi les meilleurs joueurs universitaires pardon, et qui sont donc toujours prévus tout au long de l'affiche de la draft, Rock Cholowski est en train de faire un début de saison incroyable au niveau d'un Golden Spikes, hein, ce qu'il a failli être la saison dernière, ce qu'il pourrait être cette saison. Il est donc souvent toujours numéro un dans les mock drafts. Un joueur que l'on voit de plus en plus souvent dans les 2, 3, 4 premières positions, c'est Justin LeBron. Hein. C'est pas forcément une surprise, mais là, son début de saison est tonitruant. Je pense que c'est l'un des home run leaders hein, sur le début de saison.
Clairement, offensivement, il y a très peu de doutes, si ce n'est bien sûr cette propension à peut-être être un peu... et encore cette année, je trouve que ça va. Je vais peut-être être un peu méchant si je dis ça, mais j'allais dire peut-être un petit manque de discipline à la batte, mais franchement, sur ce début de saison, c'est impressionnant. Euh, un autre joueur dont on entend de plus en plus parler, et ça c'est encore la preuve de la bonne santé hein, d'un programme comme UC Santa Barbara dans cette fameuse propension à comment on appelle ça, produire entre guillemets, c'est un peu bizarre, mais produire ou former des jeunes talents au niveau du pitching, c'est Jackson Flora. Jackson Flora qui fait un très bon début de saison, qui n'avait pas tâche facile à devoir prendre la suite d'un Tyler Bremner par exemple. Et là, pour l'instant, il est très très bon, donc il fait partie du top 5 dans pas mal de mock draft hein, qu'on envoie aussitôt. Euh, un autre joueur sur lequel on peut s'attarder, bien sûr, c'est Ace Reese. Hein. Ace Reese, du côté de Mississippi State, un très très bon début de saison pour le troisième base. Kaden Sorrell, du côté de Texas A&M aussi, c'est un très beau retour, lui qui est pour l'instant épargné de tous ces pépins physiques qu'il a subis la saison dernière notamment. Qui d'autre Je suis en train de regarder en gros si je peux pas vous trouver deux trois autres joueurs. Bah bien sûr, je suis bête, un Drew Burress. Alors Drew Burress dans les chiffres, hein, c'est peut-être moins impressionnant, mais c'est parce qu'en fait son équipe elle est tellement forte offensivement que j'ai l'impression qu'il n'a même pas besoin de forcer son talent. Je dis pas qu'il fait exprès attention, mais dans le sens où quand vous savez aussi que vous pouvez vous appuyer un peu plus sur votre line-up, puisque même les joueurs qui étaient un peu en deçà ou en tout cas sur lesquels on n'attendait pas autant de production offensive sont vraiment au diapason, ce qui fait d'ailleurs de Georgia Tech une attaque vraiment incandescente. Bah du coup, c'est pas forcément, il sort pas du lot par rapport à son équipe, ce qui est déjà la preuve que il n'est pas aussi incroyable. Et donc c'est pas une critique, attention, hein, mais il n'est pas aussi incroyable visuellement que ce qu'il a été lors de sa saison freshman et donc même de sa saison sophomore. Donc je pense qu'il se met juste en place tranquillement, il n'y a rien d'affolant, il est toujours aussi bon, toujours aussi fort. AJ Gracia, qui a donc changé de fac, hein, il était à Duke, il est parti à UVA pour suivre un Chris Pollard, son coach. Bah, très bon début de saison. Hein, très peu de problèmes de transition pour le coup, pour lui. Euh, Sawyer Stroh-Snyder, du côté de TCU, est sur un très bon début de saison. Hein. Je pense que lui, il est sophomore éligible pour le coup d'ailleurs, si je me rappelle bien. Il y a beaucoup de joueurs, hein, honnêtement, il y a beaucoup de joueurs. Derek Couriel, j'ai failli l'oublier, lui aussi sophomore éligible. Il est sur un bon début de saison, pas non plus des plus impressionnants, mais je pense que ça suffit. Il a un peu le. Alors, c'est pas le même style de joueur, attention, mais il a un peu le syndrome de Drew sur ce début de saison, dans le sens où LSU est en train de dérouler et il n'a pas besoin de forcer son talent, entre guillemets. J'imagine bien, encore une fois, qu'ils ne font pas exprès, par exemple, de louper des at-bats et compagnie, mais en tout cas, il est là, il fait le taf défensivement, hein, il a quand même une position aussi très importante hein, en tant que center fielder, et offensivement, il fait le taf sans non plus être incroyable, mais ça fait partie de ses hauts prospects. Cameron Fluckey, pour le coup, lui, c'est un autre problème, c'est qu'il est blessé, hein, et il ne sera pas là avant peut-être encore un bon mois, donc ça peut faire un peu du mal, enfin, ouais, ça peut faire un peu de mal à son stock draft, on va dire. Un joueur dont j'ai parlé en première semaine, c'est Ryder Elfrick, hein, le catcher de Arkansas. On en parle de plus en plus parce qu'il est sur un très bon début de saison. Chris Rambert, le seconde base, sophomore éligible de Auburn, j'en avais parlé en preview, qui lui aussi est en train de confirmer plutôt hein, voilà, son niveau. Et bien sûr, il y a le petit nouveau du côté de Texas A&M, mais qui est pourtant déjà un vétéran, hein, Chris Hakopian, qui vient donc de Maryland. J'avais déjà dit qu'à Maryland, c'était déjà voilà, un très fort joueur et qu'il fallait qu'il traduise cela dans la plus grosse conférence du pays. Pour le coup, il n'a pas encore joué face aux adversaires de sa propre conférence, mais il a déjà joué face à de gros calibres lors des tournois dont on vient de parler, et pour l'instant, il est très très bon. Donc je pense qu'il est toujours noté parmi les prospects les plus hauts. Voilà, voilà, hein, je vais pas vous en donner non plus 25 000. Hein. C'est vrai qu'il y a des Gabe Gaycall par exemple dont j'ai pas parlé parce que il est sur un bon début de saison sans être non plus transcendant. Pour l'instant, les starters, je trouve que euh, son début de saison est intéressant, mais un peu irrégulier. Peut-être pas en termes de stats purs, mais en termes d'impression visuelle. Sur les quelques matchs que je l'ai vu, il a fait quoi? 3 starts? Il a fait 3 starts. Moi j'en ai vu un où il a été plutôt très bon. Et j'en ai vu un autre où il était un peu plus mis en difficulté, même si au final ça se ressent pas encore une fois dans les chiffres. Tyler Bell, lui, il est blessé de côté de Kentucky, donc on va voir. Et puis lui, il est sophomore éligible, donc il pourrait pourquoi pas attendre même un peu avant de vraiment se proposer pour la draft.
Euh, je pense que voilà, on peut s'arrêter là, hein. En fait, à chaque fois je dis ça, mais je vois de plus en plus de gens, je dis ah mais il y a lui aussi, ah mais il y a lui aussi, ah mais il y a lui aussi. Will Gasparino, je peux en toucher deux mots, puisqu'il fait partie de cette génération, hein, euh, de joueurs du UCLA qui sont voilà, euh, à pleine maturité maintenant. Will Gasparino, il a encore été impressionnant sur ce week-end avec des home runs bien sentis. Euh, il a pris le relais, par exemple, de Rock Cholowski et Muliva Levu quand il fallait au niveau offensif. Très bon début de saison. Et voilà. Allez, on s'arrête avec Liam Peterson. Liam Peterson, j'en ai parlé en début de podcast. Il est sur deux starts de suite très convaincants. Après un premier start, voilà, un peu plus compliqué. On va continuer à le monitorer, surtout quand le calendrier SEC va commencer à être implémenté, et qu'il va commencer à avoir voilà, du gros calibre offensif en face de lui. Mais en tout cas, très intéressant ce qu'il est capable de proposer. Et c'est pas pour rien qu'on le voit toujours comme un top prospect de la prochaine draft. La prochaine draft, je le rappelle, sera en juillet, comme chaque année. Et bien sûr, au fur et à mesure que la saison va avancer, on refera des points là-dessus. Et comme vous le savez, j'aime bien me torturer. Donc je vous ferai une mock draft complète qui sera, comme chaque année, complètement fausse. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir un bon éventail de joueurs. Voili, voilou. La dernière chose dont j'ai envie de parler, c'est un peu en dehors du terrain, mais c'est un mal que l'on voit de plus en plus arriver. Et je pense que comme là, ça touche le collège baseball, bah autant en parler. Alors, vous savez, en ce moment, on voit de plus en plus d'affaires entre des facs qui ont vu des joueurs les quitter, notamment liés par rapport à leur droit à l'image, et donc ces fameux joueurs. On a un joueur qui est arrivé hein, depuis peu, hein, et j'en ai parlé parce que c'est un two-way player du côté de Tennessee, c'est Blaine Brown. Blaine Brown, il était à Rice, il est maintenant à Tennessee, et en ce moment, il est dans ce qu'on appelle un legal dispute avec un collectif NIL qui s'appelle le South Main Collective. Et ce collectif NIL en fait supporte, en fait soutient les étudiants athlètes de Rice. Et même si normalement cette dispute, hein, ce litige n'a pas d'impact sur sa saison, en tout cas sa carrière actuelle avec Tennessee, c'est toujours bien de noter ce qui se passe parce qu'on va le voir de plus en plus, je le pense, avec bien sûr la NIL qui est arrivée et donc de l'argent qui est en jeu vis-à-vis des droits à l'image, on risque d'avoir de plus en plus de problèmes, surtout quand des gens vont transférer après avoir pu, par exemple, entre guillemets, profiter de ce système. Donc en termes de sous-sous, Brown a donc signé avec ce collectif. C'était un accord qui devait aller jusqu'à sa période de fin hein, de carrière au niveau de Rice, donc jusqu'à 2027. Et Brown, en fait, il a signé un contrat très clair, hein. Là, je vous lis l'article de D1 Baseball, tout simplement. Sur le contrat, il devait récupérer 20 000 dollars sur son année freshman. Et il avait la possibilité de gagner sur euh, voilà, l'ensemble de sa carrière universitaire à Rice 256 000 dollars par le biais de ce collectif. Le montant total hein, pouvait aussi atteindre normalement 345 000 dollars, puisqu'il y avait quelques incentives, par exemple les apparitions au niveau média, les engagements, vous savez, quand vous avez des journées avec les fans, les signer des balles, ce genre de choses. Euh, il y avait aussi des choses liées à la partie, vous savez, social media, donc par rapport aux réseaux sociaux et compagnie, et ils pouvaient en fait, en tout et pour tout, gagner 50 000 dollars de bonus par rapport à cette partie promotionnelle. Maintenant, dans les documents, hein, et c'est pourquoi il y a ce litige actuel, dans les documents, par rapport au fait qu'il signait cet accord, il abandonnait euh, une partie de ses droits à l'image à ce collectif, en fait, tout simplement. Et du coup, si il ne respectait pas cet engagement, non seulement il devait rembourser hein, ce qui lui avait été envoyé, mais également, normalement, il devrait payer ce sur quoi il s'était mis d'accord. Donc, pour faire clair, euh, il doit non seulement donc payer au final, comment je peux dire ça? J'essaie de le dire en français, parce que je lis en anglais, je vous le dis en français, c'est très marrant. Mais il doit non seulement rembourser, et tout le montant de ce qu'il devait normalement récupérer, ça se transforme quelque part en ce qu'on appelle les liquidated damages, parce que c'est ce que
c'est le manque à gagner en fait pour le collectif, hein, qui avait donc maintenant son image comme, comme propriété, pour faire simple. Donc on va voir, hein, on va voir ce qui va se passer, hein. Il faut savoir que à l'heure où on parle, sur son année freshman, il avait récupéré 29 000 dollars et 250, enfin 29 250 dollars pour être clair, puisqu'il avait eu une avance sur frais, on va dire une avance de paiement, notamment pour, vous savez, quand vous avez des, voilà, liés au paiement à la fac, vous pouvez être boursier, mais vous pouvez toujours avoir ce qu'on appelle des college tuitions. Donc ce que vous devez tout simplement à la fac, hein. En français c'est pareil, en français pareil, des fois on doit tout simplement ce qu'on doit payer sur l'année, etc., etc. Même si on a une bourse, on peut avoir quand même des montants à payer si la bourse ne prend pas tout en compte, même si les systèmes sont différents. Je pense que j'espère que c'est clair, hein, parce que là je parle de sous, mais j'espère être le plus clair possible pour pas porter à faux aussi ce dont j'essaie de parler. Parce que je trouvais ça intéressant de parler de ça, puisque c'est les coulisses du monde moderne, du sport universitaire déjà, parce que je pense que là on le voit au niveau du baseball pour la première fois, mais par contre au niveau d'autres sports, ça peut, je ne sais pas, hein, mais ça peut déjà être arrivé. En tout cas, on a déjà entendu des histoires similaires avec des transferts ou avec voilà, il y a des transferts et donc un manque à gagner pour une fac ou un collectif vis-à-vis des droits à l'image. Et m'est avis qu'on n'est pas prêt de voir la fin ou le fin mot de l'histoire ou de ce genre d'histoire en général, puisque avec ce pouvoir accru, avec ce changement de direction, avec le fait que les étudiants athlètes sont donc rémunérés non seulement par la NIL, mais là on est clairement, j'en parle depuis 2 ans, on est clairement sur voilà, les prémices d'athlètes rémunérés même au global, c'est-à-dire d'avoir un salaire pour leur performance. Donc là, on dépasse le cadre, hein, de la NIL, hein, mais notamment l'argent que gagnent, hein, euh, les facs, au niveau des droits télé aussi, ce que gagne la télé grâce à l'audience et compagnie. Une partie devrait être reversée donc aux facs et donc par ricochet aux joueurs, aux étudiants athlètes. Donc tout ça nous amène vraiment à un carrefour, non seulement, on va dire, tout simplement, je vais dire économique, mais aussi, je sais pas, alors éthique c'est peut-être un mot fort, moral également, mais dans le sens où on est clairement en train de voir un changement, euh, comment je peux dire ça, un changement fondamental en fait, c'est pas juste un simple changement, là on est en train de parler de 130, 150 ans d'histoire qui d'un coup, sur la décennie 2020, est en train d'être complètement modifiée par rapport à la trajectoire que prend en fait euh, le fait d'être un étudiant athlète. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est pas à moi d'en juger. Moi j'ai l'impression que personnellement, à partir du moment où vous performez et vous faites gagner de l'argent, c'est normal aussi que vous puissiez toucher cet argent ou une partie de cet argent, ça me paraît normal. Mais d'un autre côté, le statut d'étudiant athlète est un statut assez particulier parce que vous avez cette étiquette aussi estudiantine. Vous n'êtes pas encore un professionnel. Donc il y a tout ça qu'il faut juger et pondérer. Bon, c'est pas mon rôle, mais je trouvais ça intéressant comme sujet pour finir sur ce podcast. Avant de finir, merci encore une fois pour tous ceux qui écoutent, malgré toutes les galères, j'ai des galères et des galères et des galères là, comme je vous l'ai dit, là j'ai une fuite d'eau, donc j'enregistre avec un seau à côté de moi, enfin 2 seaux, enfin bref, un conteneur de poubelle et un seau pour être clair. J'ai l'impression qu'il y a des galères sans nom comme on dit, mais merci d'écouter malgré donc voilà les problèmes de qualité inhérents à ces différents problèmes de la vie on va dire. Merci encore une fois des retours, des partages et compagnie, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère enfin, après maintenant avoir un vrai micro, que la semaine prochaine, tous ces problèmes autour, notamment en termes de son, seront réglés, qu'on n'aura plus de gouttes d'eau qui viendront nous perturber. Et dans ce cas-là, on pourra faire un vrai épisode un peu plus long, un peu plus posé, où on pourra vraiment regarder un peu plus dans le détail. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, et on se voit bientôt, allez. Ciao. Pretty well hit to center field.